Lux Radio, il est pile midi 15, comme tous les jeudis. C'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier, un nouveau numéro consacré au marché public. Et pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'application Lux Radio. Un nouveau numéro donc consacré au marché public, puisqu'il s'agit d'un vaste sujet et qu'il y a beaucoup de questions à ce propos. Pour commencer, Mohamed Lazim, d'après le Code des marchés publics, le marché peut être à prix global, à prix unitaire, à prix mixte ou à prix au pourcentage. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer justement ce qu'est le marché à prix global ? Alors, effectivement, donc le marché à prix global, ce qu'on appelle, c'est le marché au forfait. Donc c'est un marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations. Et ce prix forfaitaire est calculé sur la base de la décomposition du montant global. Et chacun des postes de cette décomposition est affecté à un prix forfaitaire. Et le montant global, c'est l'addition de ces différents prix forfaitaires. Alors, dans le cas où les postes sont affectés à des quantités, dans ce cas, il s'agit de quantités forfaitaires. Je rappelle ici, c'est que une quantité forfaitaire, c'est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui sera payé quelle que soit la quantité réellement exécutée. Voilà. D'accord, donc ça c'était pour le marché à prix global. Qu'en est-il pour le marché à prix unitaire ? Alors, bon, avant de passer, Donia, à la deuxième question, donc je rappelle que ce qu'on appelle marché à prix global ou marché au forfait. Voilà. Oui, l'aspect forfaitaire. L'aspect forfaitaire, exactement. Celui-là, alors c'est pour le marché à prix unitaire, ce qu'on appelle, c'est un marché au mètre. Donc c'est un marché dans lequel les prestations sont décomposées en différents postes, avec indication du prix unitaire pour chacun de ces postes-là. Et la somme due, les sommes dues sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Voilà. D'accord, donc le marché à prix global, donc c'est cet aspect de forfait, prix unitaire en fonction de la quantité. Exactement. Et qu'en est-il du marché à prix mixte ? Alors, à prix mixte, ça veut dire c'est un marché dans lequel on trouve une partie des prestations rémunérées sur la base d'un prix global et une autre partie rémunérée sur la base des prix unitaires. Ça veut dire on a dans un seul marché, on a des prestations qui sont rémunérées au forfait et des prestations qui sont rémunérées au mètre. Et je donne ici un exemple, Dounia, ça veut dire dans le cadre d'un projet immobilier, le maître d'ouvrage, il peut prévoir dans un projet immobilier, les travaux en fondation souvent des travaux rémunérés au mètre parce qu'on ne maîtrise pas les caractéristiques du sol. C'est pour cette raison on prévoit des comment dirais-je, ça veut dire on prescrit que les travaux en fondation sont des travaux qui doivent être rémunérés au mètre. Par contre, pour les travaux en surélévation, en superstructure, donc ce sont des travaux qui peuvent être rémunérés au forfait, puisqu'on maîtrise les dimensions de la structure et des travaux de seconde œuvre. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Nous évoquons aujourd'hui la question des marchés publics. Vous pouvez également réagir et poser vos questions via l'application Lux Radio. Quelles sont les prestations qui peuvent faire l'objet de marchés à prix au pourcentage ? Vous en aviez parlé tout à l'heure. Oui, alors les marchés à prix au pourcentage, donc ce sont des marchés, c'est lorsque le prix de la prestation est fixé par un taux à appliquer au montant des travaux réellement exécutés. Bien sûr, sans inclure le montant découlant des éventuelles pénalités. Donc cette forme de prix n'est applicable que pour les prestations architecturales. D'accord. Dans le cadre des marchés publics. Alors là, on a fait le point, donc les différents types de prix. D'après le Code des marchés publics, le prix des marchés, les prix des marchés peuvent être fermes, révisables ou provisoires. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces différents prix ? Effectivement, donc il y a des marchés à prix ferme, il y a des marchés à prix révisables et il y a des marchés à prix provisoires. Alors, je m'explique. Alors, pour les marchés à prix ferme, ça veut dire que le prix ne peut être modifié pendant le délai de son exécution. Et je donne ici des exemples de marchés qui peuvent faire l'objet de marchés à prix ferme. Donc, il y a les marchés de fourniture,
Et il y a les marchés de services autres que les études. Par contre, pour les marchés à prix révisable, c'est lorsque le prix il peut être modifié en cours d'exécution de la prestation en raison des variations économiques. Je donne ici un exemple, par exemple les marchés des travaux, les marchés des études dont le délai dépasse 4 mois. Et en définitive, il y a les marchés à prix provisoire, c'est dans les cas d'urgence, Doulia. C'est lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que les conditions indispensables pour la détermination des prix définitifs ne sont pas encore réunies en raison de leur caractère urgent. Voilà. D'accord. Mohamed Lazim, quels sont les documents constitutifs d'un marché ? Oui, très bonne question, Dunia. Alors, le marché, il est constitué de 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est le CCAF, c'est le cahier des clauses administratives financières. Donc, c'est un chapitre dans lequel on trouve les prescriptions administratives et financières du marché en question. Et je donne ici des exemples. Il y a par exemple la retenue de garantie, la caution définitive, le délai d'exécution, les pénalités, le mode d'établissement des attachements, les polices d'assurance à souscrire, notamment la TRC, la RC décennale, l'AT, etc. Également les conditions de résiliation, les causes de nantissement, etc. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est le CPT. Le CPT, c'est le cahier des prescriptions techniques. C'est un chapitre dans lequel on trouve toutes les prescriptions techniques des travaux et des matériaux à être utilisés. On trouve également les types des essais. On trouve les conditions de la réception provisoire, les conditions de la réception définitive, etc. Le troisième chapitre, c'est le mode d'évaluation des ouvrages. Donc, c'est un chapitre dans lequel on trouve le descriptif des prix, notamment les dimensions, les références, etc. Et le dernier chapitre, c'est le bordereau des prix détail estimatif, ça c'est pour les marchés au mètre. Et la décomposition du montant global, c'est pour le marché au forfait. Donc c'est quoi? Donc c'est un détail du montant du marché qui comporte à la fois les quantitatifs et les prix unitaires. Donc résumons, Dunia. Donc il y a 4 chapitres dans le marché. Le CCAF, le CPT, le mode d'évaluation des ouvrages et le bordereau des prix détail estimatif. Alors je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de GIC4. Il est question aujourd'hui des marchés publics. Vous pouvez bien sûr poser vos questions sur l'application Lux Radio. Alors selon les modes de passation des marchés publics, Mohamed Lazim, quelle est la différence entre un appel d'offres ouvert et ce qu'on appelle aussi un appel d'offres restreint? Oui. Alors, l'appel d'offres, il peut être ouvert ou restreint. Alors, on dit appel d'offres ouvert, c'est lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et peut présenter sa candidature par la suite. Ça, c'est un appel d'offres ouvert. Un appel d'offres restreint, c'est lorsque seuls peuvent remettre les offres sans les concurrents que le maître d'ouvrage a décidé de consulter. Ça veut dire qu'ici, que le maître d'ouvrage, il a shortlisté les concurrents. Voilà. D'accord. Et quels sont les marchés qui peuvent faire l'objet d'un appel d'offres restreint? Effectivement, il y a des conditions pour passer un appel d'offres restreint. Donc la première condition, c'est qu'il faut que les prestations qui ne peuvent exécuter que par un nombre limité de prestataires, de par la nature de la prestation. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que le montant de la prestation ne dépasse pas 2 millions de dirhams, toutes taxes comprises. Je rajoute ici, c'est que le maître d'ouvrage, dans le cadre des appels d'offres restreints, ça veut dire qu'il doit consulter minimum 3 concurrents susceptibles de répondre aux besoins du marché en question. Voilà. Alors Mohamed Lazim, nous avons la réaction d'un auditeur. On parlait tout à l'heure de la différence des prix, le marché au prix global, au prix unitaire, au prix mixte ou au prix au pourcentage. Dans le cas d'un contrat en rémunération en pourcentage, cet auditeur explique qu'il veillerait alors à gonfler le prix global de tous les moyens. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise façon de faire finalement ? Moi, je dis non. C'est une bonne chose pour les prestations, par exemple pour les prestations architecturales, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'architecte, il va être rémunéré en fonction des travaux réalisés. Donc, ça veut dire si, par exemple, le cas normal des architectes, donc c'est 5% du montant des travaux. Donc, au fur et à mesure, donc l'architecte, il va être rémunéré suivant les travaux réalisés en appliquant le pourcentage déterminé dans son offre avec la quantité des travaux réalisés. Donc, je pense pas que c'est une très bonne chose. Oui. Et c'est rationnel comme. D'accord. Donc, vous voyez pas le mal dans ce type de rémunération. Non, très bien. Alors, on entend aussi souvent parler des appels d'offres avec présélection. C'est quoi au juste ?
Alors, appel d'offres avec présélection, c'est lorsque les concurrents seuls les concurrents présentant les capacités suffisantes sont autorisés à présenter des offres. Et quand on parle capacité suffisante, ça veut dire c'est du point de vue technique et financier. Je donne ici un exemple. Par exemple, le maître d'ouvrage, il peut lancer un appel d'offres ouvert avec une condition de disposition de 10 ingénieurs permanents dans la société depuis 3 ans. Donc, c'est une condition que le soumissionnaire doit satisfaire. Donc, répondant à votre question, lorsqu'on prescrit dans un appel d'offres des conditions sur la capacité financière ou technique, dans ce cas, on parle d'un appel d'offres avec présélection. Très bien. Alors, quels sont également les critères à prendre en compte pour l'attribution des marchés ? Alors, je vais distinguer 2 cas. Donc, le seul critère à prendre en considération pour l'attribution des marchés des travaux, de fournitures et de services autres que les études, c'est le prix proposé. Ça veut dire c'est l'offre moins disante. L'offre moins disante pour les travaux de marché, de fournitures et de services autres que les études. Par contre, pour les marchés d'études, l'attribution du marché est effectuée sur la base de l'offre économiquement avantageuse. Ça veut dire l'offre mieux disante. Donc l'offre mieux disante pour les études et moins disante pour les travaux et le service autres que les études. Voilà. Très bien. Alors Mohamed Lazim, si ça intéresse aussi certains de nos auditeurs, quelles sont les pièces nécessaires pour constituer un dossier d'appel d'offres ? Alors, donc, il y a plusieurs pièces. Donc, il y a le copie de l'avis d'appel d'offres, il y a le CPS, un exemplaire, il y a les plans d'exécution, le modèle de l'acte d'engagement, le bordereau des prix détail estimatif, ça c'est pour le marché au mètre, et pour le marché au forfait, donc c'est la décomposition du montant global. Il y a le bordereau des prix pour approvisionnement, le modèle de la déclaration sur l'honneur et en définitive, c'est le règlement de consultation. Voilà. Alors, avant de nous quitter, Mohamed Lazim, je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de GIC 4. Quels sont les cas où l'avis rectificatif de l'appel d'offres peut intervenir ? Alors, l'avis rectificatif il peut intervenir dans 3 cas. Le premier cas, c'est lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres et qui nécessite un délai supplémentaire pour la préparation des offres. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs constatées dans l'avis publié dans les journaux. Et le troisième cas, c'est lorsque le maître d'ouvrage constate que le délai qui court entre la date de publication de l'avis et la date de la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai de publicité réglementaire. Et on va détailler, Inch'Allah, les délais réglementaires de la publicité des avis d'appel d'offres dans la prochaine émission. Voilà, vous avez tout dit. Merci en tout cas pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est un vaste sujet, donc c'est difficile de tout dire en même temps. Voilà, la prochaine fois, la semaine prochaine, nous reviendrons sur cette question des marchés publics. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de GIC 4. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. Sachez également que vous pouvez retrouver ce numéro dans son intégralité dès ce soir en podcast.